痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh, canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui ça va être une petite vidéo détente où on va révéler les secrets de la technique emblématique de l'arc de la 4ème Grande Guerre Ninja, l'Edo Tensei. Alors l'Edo Tensei sans conteste l'une des techniques les plus complexes à analyser. Il y a pas mal d'avis contraires, pas mal de débats quant aux capacités des réincarnés et surtout pas mal de débats dans les points faibles de cette technique. Avant de commencer, petite présentation archi rapide de la technique. L'Edo Tensei est une technique qui permet à l'utilisateur de ramener, sous certaines conditions, des ninjas morts afin qu'ils se battent pour lui. Les ninjas réincarnés ne pourront ni être tués ni être blessés et ils seront totalement sous l'emprise de l'utilisateur de la technique. Pour les détails plus techniques, on verra ça au moment de l'analyse. L'Edo Tensei est une technique dérivée de l'invocation mais qui nécessite son propre rituel. Pour effectuer une invocation classique, on a besoin de passer un pacte avec une créature pour qu'elle accepte de servir l'utilisateur et pour que cet utilisateur puisse l'invoquer au besoin. Par contre, évidemment, pour utiliser l'Edo Tensei, pas besoin de passer un pacte bilatéral avec l'invoqué. Selon Kabuto, il faut posséder une partie de l'ADN de la personne que l'on souhaite invoquer. Le ninja lambda n'aura pas accès à des échantillons d'ADN, mais des ninjas déglingués comme Orochimaru Kabuto ont collecté pas mal d'échantillons pour utiliser cette technique. Rapidement, le rituel pour passer les pactes avec les réincarnés ressemble à ça. On doit d'abord retrouver et identifier les corps, parce que si le corps est complètement décomposé, c'est pas possible de le reconnaître précisément. Une fois qu'on l'a, il faut prélever son ADN. Ensuite, on utilise l'ADN de la personne sur un parchemin d'invocation pour créer le contrat. Dès que le contrat est passé, on peut invoquer les réincarnés au même titre que Naruto invoque Gamabunta grâce à leur contrat. Donc, passer un contrat unilatéral avec la personne que l'on souhaite invoquer est nécessaire et c'est le premier prérequis de la technique. Le deuxième prérequis est le sacrifice. Pour invoquer un ninja mort, il faut sacrifier une vie humaine. Le principe est donc assez simple, on prend une personne vivante, on utilise l'Edo Tensei pour insuffler l'esprit de la personne morte dans la personne vivante et la personne précédemment vivante est remplacée par la personne précédemment morte. Bon, ok, c'est pas si simple dit comme ça finalement. Personne vivante, personne morte. Personne vivante sert de sacrifice pour invoquer personne morte. Personne vivante devient morte. Personne morte remplace personne vivante mais reste techniquement morte. Bon, c'est encore plus compliqué dit comme ça, mais je pense que vous avez l'idée. Et enfin, le dernier prérequis est le plus facile, il faut que l'âme de la personne morte soit dans l'autre monde. L'autre monde, c'est grosso modo l'équivalent du paradis enfer pour notre monde, ou le royaume des limbes, là où était le père de Kakashi en attendant son salut. Des ninjas comme Minato ne pouvaient pas être ramenés à la base parce que son âme n'était pas dans l'autre monde, elle était dans le ventre du Shinigami, donc elle pouvait pas être invoquée. Du coup, c'était les trois prérequis pour utiliser la technique. Avoir de l'ADN de la personne qu'on veut invoquer et avoir exécuté le rituel, faire un sacrifice humain, et invoquer quelqu'un dont l'âme est dans l'autre monde. Une fois que les trois prérequis sont remplis, on peut utiliser la technique. Et cette technique est forte. Vous pensiez que Sega c'est plus fort que toi? Bah Edo Tensei c'est plus fort que Torune. Et c'est sur cette blague extrêmement cocasse qu'on va pouvoir commencer à analyser en profondeur la technique pour y dévoiler tous ses secrets. Déjà on va faire un petit cours d'histoire. Un petit cours d'histoire sur Naruto. Donc Tobirama est le créateur de cette technique. Bien qu'il soit le créateur, ce n'est pas celui qui maîtrise le mieux cette technique. On en reparlera. La version de Tobirama est la première. Orochimaru a par la suite maîtrisé cette technique et l'a utilisée contre le troisième Hokage en ramenant les deux premiers Hokage à la vie. La version d'Orochimaru est la deuxième. Ensuite, Kabuto Mother Meat a maîtrisé quasiment parfaitement cette technique. Il l'a apprise à Obito qui a ramené les Jinchuriki à la vie, mais par simplicité, je vais dire que c'est la version Kabuto. Et enfin, on a la version d'Orochimaru 2.0. Encore. En revenant à la vie, Orochimaru a récupéré toutes les connaissances de Kabuto sur cette technique et utilise sa propre version. Donc, pourquoi avoir subdivisé ces 4 versions? En fait, on sait qu'il y a une différence quant à l'efficacité de cette technique en fonction de la version utilisée. D'ailleurs, il me semble que c'est plutôt une différence dans la maîtrise de la technique que dans la version, mais ça reste 4 Edo Tensei distincts. On n'a pas grand chose sur la version de Tobirama, si ce n'est quelques dires de personnages qui comparent sa version avec celle de Kabuto. Shio a dit par exemple que Kabuto peut contrôler plus de réincarnés que le deuxième, donc en termes de quantité, sa version est moins bonne que celle de Kabuto. Par contre, c'est le créateur et il sait pourquoi la technique a été créée. L'intérêt de cette technique est d'emporter l'ennemi avec lui dans la mort et revenir tranquillement après. Il a utilisé la technique du tandem explosif pendant la 4ème Grande Guerre Ninja et il a dit que c'est la première fois qu'il l'utilise sur lui-même, donc c'est sous-entendu qu'il l'a déjà fait avec d'autres. Du coup, on sait qu'il peut ramener moins de monde que Kabuto, mais on n'a aucune idée sur son niveau de maîtrise. Sale tête Kishimoto. Concernant la version Orochimaru 1.0, je ne vais pas forcément spéculer sur quelle version est la meilleure entre la sienne et celle de Tobirama. La logique semble indiquer que celle d'Orochimaru est meilleure, mais je suis pas sûr qu'on ait eu une preuve tangible de ça dans le manga. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est précisé, parce que je vous avoue que j'ai pas l'impression. Bref, la version d'Orochimaru est une version incomplète et inférieure à celle de Kabuto. Les ninjas ramenés sont nerfs assez violemment, donc ils ne peuvent pas utiliser leur pleine puissance. Les deux premiers Hokage se sont fait battre par un vieil Hiruzen en 3v1, donc je vous laisse imaginer le nerf gigantesque qu'ils ont reçu. Ensuite, il y a celle de Kabuto, et là on va prendre un petit peu plus de temps pour tout
tout expliquer. Déjà, il n'y a plus forcément de contraintes quant à la quantité de réincarnés. Kabuto en a ramené toute une plâtrée sans sourciller du sourcil, donc c'est soit parce qu'il n'y a plus de limite en termes de quantité, soit parce que son mode ermite lui permet de faire des dingueries niveau chakra. Ensuite, il n'y a plus le nerf d'avant. Les ninjas ramenés à la vie reviennent avec quasiment toute leur force. Difficile de quantifier ce nerf, mais le fait que Tobirama indique qu'il est ramené avec quasiment toute sa force devrait indiquer qu'il ne lui manque pas grand chose pour être à 100%. Donc, la version de Kabuto ramène un ninja avec la quasi-intégralité de sa force. Il y a un léger nerf des compétences, mais dans la majorité des cas, ce nerf est largement compensé par le fait d'avoir un corps d'Edo. Parce que oui, la version de l'Edo Tensei de Kabuto a de sacrés avantages et on va les lister. Déjà, il y a le côté pression. En utilisant l'Edo Tensei, Kabuto peut faire du 2 contre 1, du 3 contre 1 ou même du 40 contre 1. Même un ninja plus fort que Kabuto ne pourrait pas le vaincre s'il sort l'Edo Tensei. Genre, Kabuto peut invoquer des ninjas du calibre d'Itachi, de Nagato, d'Anzo de la Salamandre, des membres de l'Akatsuki, des anciens Kage. Affronter ces ninjas en individuel, c'est déjà une sacrée tâche, mais imaginez affronter tous ces ninjas en même temps. Parce que l'Edo Tensei permet non seulement de les invoquer, mais aussi de les contrôler. Kabuto peut décider de ne pas les laisser agir de leur propre volonté, donc de se battre en pilotage automatique. Il peut les laisser se battre d'eux-mêmes, il peut supprimer totalement leur personnalité pour en faire des machines à tuer. Donc, même si vous êtes un ninja très fort, affronter autant de réincarnés en même temps, c'est presque mission impossible. Orochimaru l'a fait à l'époque à son petit niveau et le troisième Hokage est mort. Maintenant, imaginez Kabuto le faire avec son armada. Ça met une pression monstre et il n'y a pas beaucoup de ninjas qui pourraient s'en sortir. Le deuxième point positif, c'est la versatilité accordée par cette technique. C'est toujours le même principe, on invoque des ninjas morts, mais niveau versatilité, c'est n'importe quoi. Il peut invoquer le ninja le plus adapté à la situation. L'adversaire est un utilisateur du Katon, on ramène un Mizukage. L'adversaire se camoufle, on ramène un ninja sensoriel. L'adversaire a des attaques à distance, on ramène des ninjas spécialisés dans ce domaine. Vu la quantité de ninjas qu'il a à son service, il a forcément un ninja par situation. Donc l'adversaire se battra toujours sur le terrain de Kabuto et non l'inverse. Ensuite, l'avantage le plus évident, c'est le corps du réincarné. Un réincarné ne peut pas être tué, il faut obligatoirement le sceller. Déjà, il n'y a pas tous les ninjas qui maîtrisent les techniques de scellement, mais surtout, ça rend l'adversaire beaucoup plus dur à vaincre. Des attaques comme les lancers de shuriken ou des techniques qui tiennent l'adversaire à distance, ça servira plus à rien. La seule façon d'en profiter, c'est de blesser l'adversaire pour le rendre immobile quelques instants, le temps de le sceller. Mais cette stratégie est plus facile à dire qu'à faire. Si on fait du 1 contre 1 contre un Edo, ça peut le faire en fonction de la puissance du réincarné. Mais si on fait du 40 contre 1, c'est tout de suite moins facile. Un réincarné ne peut pas être tué, mais il y a encore pire, le chakra. Alors, ça fait débat dans la communauté Naruto depuis des années et il faut qu'on y mette un terme. Madara a dit que les Edo ont un corps avec un chakra illimité. Néanmoins, ce n'est pas le cas. Je ne remets pas en cause les paroles de Madara, mais je me dois de les analyser. Quand il a dit ça, c'était une hyperbole. Le chakra n'est pas illimité, mais il semblerait qu'il y ait une meilleure récupération. Quand on lance un jutsu, on perd du chakra. On attend un moment et ce chakra se régénère. En fonction de la quantité qu'il manque, ça peut prendre plus ou moins de temps. En étant Edo, cette régénération de chakra serait plus rapide, ce qui expliquerait pourquoi Madara parle de chakra illimité. Si entre le moment où il attaque la première fois et le moment où il attaque la deuxième fois, son chakra s'est régénéré intégralement, alors il a techniquement une sorte de chakra infini. Par contre, si un Edo utilise une technique qui vide ses réserves intégralement en une seule fois, alors il serait dans l'incapacité de lancer une deuxième attaque avant un certain temps. Ce n'est effectivement qu'une interprétation de la technique, mais Minato a indiqué qu'il n'avait plus de chakra après avoir téléporté l'Alliance Ninja. Son chakra n'est pas illimité, parce que sinon il aurait pu continuer à l'utiliser, mais c'est pas le cas ici. Un Edo a le même débit de chakra qu'en étant vivant, voire légèrement inférieur. S'il est capable de faire 5 clones en étant vivant, il pourra pas en faire 6 en étant Edo, il sera bloqué à maximum 5. Les chakras de Minato, Naruto et des deux Kyuubi ont été suffisants pour téléporter l'Alliance Ninja, mais le chakra de Minato a été totalement vidé. Par contre, un peu plus tard dans la guerre, il a pu se battre, donc son chakra est revenu. Un réincarné est donc impossible à tuer, et il possède une régénération rapide de son chakra. Est-ce que là, vous vous rendez compte à quel point c'est cheaté? Et c'est même pas fini. Il y a aussi le fait que même si on tue l'invocateur, la technique ne s'annule pas. Du moins, c'est ce que Kabuto a dit et ça a jamais été vraiment réfuté. Il faudrait obligatoirement que l'invocateur l'annule, donc soit on manipule l'invocateur pour qu'il stoppe la technique, soit on scelle tous les Edo et ensuite on tue l'invocateur. Cette deuxième option est réalisable uniquement par des professionnels de haut niveau, genre Tenten. Ouais, Tenten. La version de Kabuto est donc monstrueusement cheatée. Concernant la version d'Orochimaru 2.0, il y a deux possibilités. Soit sa version est la même que celle de Kabuto vu qu'il a récupéré toutes ses connaissances, soit celle d'Orochimaru est de meilleure qualité à cause de son corps composé quasiment intégralement des cellules d'Hashirama. Cette deuxième interprétation me vient de Madara. Madara n'arrêtait pas d'indiquer que le corps d'Edo le nerf et a nerfé les Hokage. À ça, il y a une distinction qui peut être faite. En fait, quand Tobirama a dit qu'il est ramené avec la quasi-intégralité de sa force, c'était avec la version d'Orochimaru. Et bien que la version d'Orochimaru 2.0 et celle de Kabuto semblent être identiques, il y a des chances qu'elles ne le soient pas totalement. Hashirama a capté qu'Orochimaru a augmenté les trains qu'il a sur ses réincarnés grâce à ses cellules. Le fait d'avoir un corps rempli des cellules d'Hashirama a probablement eu un effet positif sur la technique. Par exemple, augmenter sa puissance. Et par augmenter sa puissance, je parle évidemment de la réduction du nerf. Dans ce cas-là, ça explique certains passages. Le fait que Madara soit aussi nerf par l'Edo Tensei par exemple.
Quand il est revenu à la vie, Hashirama a directement capté le boost. S'il avait été ramené avec la quasi-intégralité de sa force, il aurait pas eu un boost aussi important. Et même Hashirama et Madara Edo se battaient dans un match assez serré, et Hashirama a même gagné. Hashirama vivant et Madara éternellement Geku Sharingan sont à peu près ex-aequo niveau puissance. En toute logique, Madara Edo avec les cellules d'Hashirama et un Rinnegan devrait être bien plus fort qu'Hashirama. Sauf que dans les faits, c'est pas le cas. Et la différence de version de l'Edo Tensei peut expliquer ce passage. Madara a été ramené avec une version plus faible de l'Edo Tensei. Son nerf était juste plus grand que celui d'Hashirama. Du coup, je vais essayer d'expliquer ma théorie avec des données chiffrées, mais attention, ces données chiffrées sont vraiment pour l'exemple. Admettons que Madara éternellement Geku Sharingan vaut 1000 niveaux puissance global. Hashirama vivant en vaudrait 1200. En étant ramené en Edo, les deux vont subir un nerf de puissance. Cependant, le pourcentage de nerf va être différent. Si Hashirama est ramené avec la quasi-intégralité de sa force, alors peut-être qu'il a subi un nerf de genre 10%. Madara, lui, a été ramené avec un nerf plus important, genre 20%. 10% moins sur une base de 1200 de puissance, ça fait 1080 pour Hashirama Edo. Pour Madara vivant, ce serait 20% moins de 1000 de puissance globale, donc 800. Donc là, Madara a perdu plus qu'Hashirama en étant ramené avec une version différente de l'Edo Tensei. Sauf que Madara a également été ramené avec les cellules d'Hashirama et des Rinnegan, ce qui va booster sa puissance par-dessus le nerf. Il passera donc de 800 à genre 1000 vu qu'Hashirama et Madara semblent être assez proches niveau puissance. Madara vivant avec les Rinnegan devrait être au niveau d'Hashirama vivant, voire supérieur. Mais comme il est ramené avec une version de l'Edo Tensei qui le nerf plus qu'Hashirama, alors il reste le plus faible des deux. Tout ça pour dire que le fait qu'on ait des informations contraires quant au nerf de l'Edo Tensei peut être expliqué. Le nerf des Hokage ramené par Orochimaru n'est pas aussi important que celui des Edo ramenés par Kabuto. Donc on pourrait partir du principe que les Edo de Kabuto ne sont pas ramenés avec quasiment toute leur force. En mode ramené avec 80% de leur force au lieu de 90% pour ceux d'Orochimaru. Encore une fois, c'est pour l'exemple. Et dans ce cas-là, tout le scaling des persos ramenés par Kabuto pourrait être chamboulé. Imaginez la puissance folle qu'auraient les anciens Kage, Itachi ou Nagato s'ils avaient été ramenés par Orochimaru et non Kabuto. En définitive, l'Edo Tensei est un jutsu qui est trop beau pour être vrai tellement il a d'avantages. Du coup, on va parler des défauts de la technique. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais selon moi, l'Edo Tensei n'a absolument aucun défaut. Alors, je sais, à plusieurs moments dans la série, on nous laisse sous-entendre que même cette technique a des défauts, mais très franchement, je trouve pas. Selon Itachi, le défaut de cette technique, c'est Itachi lui-même. Itachi est capable d'utiliser un genjutsu sur Kabuto si fort qu'il a pu lui faire annuler l'Edo Tensei. Mais sans déconner, c'est pas un vrai défaut. Itachi n'est pas capable de sortir de la technique, il s'en est sorti parce qu'il a eu un sacré coup de chance. L'œil des Shisui était destiné à être utilisé sur Sasuke, pas sur Itachi. Si Itachi n'avait pas été touché par le Koto Amatsukami, il aurait pas pu s'en sortir seul. Donc Itachi est capable de forcer Kabuto à rompre la technique, mais si Itachi est contrôlé par Kabuto, bah c'est impossible à réaliser. Surtout que même en s'étant libéré de la technique, il a dû affronter Kabuto en 2 contre 1. L'Edo Tensei n'a pas comme défaut l'existence de l'Izanami non plus, puisqu'Izanami n'est ni plus ni moins qu'un genjutsu. Si ce genjutsu touche quelqu'un qu'il peut affecter, Edo Tensei ou pas, le match il sera fini. Ça va permettre de rompre l'Edo Tensei, mais c'est pas forcément le défaut de l'Edo Tensei, puisque ça ne joue pas sur une faiblesse potentielle de cette technique. Madara aussi dit que cette technique a un défaut, c'est que si on connaît les sauts, on peut s'en sortir facilement. Et d'ailleurs, je vais même regrouper l'autre défaut. Hashirama a pu annuler l'emprise de l'Edo Tensei tellement il est fort. On sait aussi que des ninjas comme Hanzo ont pu résister à l'effet de l'Edo Tensei par pure volonté. Donc, est-ce qu'invoquer certains ninjas ne serait pas l'un des défauts de la technique? Genre, il y a des ninjas capables d'annuler ou de combattre l'emprise, donc si un utilisateur invoque Madara, ça peut se retourner contre lui. Et bah, encore une fois, je vois pas en quoi c'est un défaut de la technique. Là, on serait plutôt sur un défaut de l'utilisateur, pas de la technique en elle-même. Je vais vous prendre un exemple. Si je veux nettoyer le sol avec un balai et que je m'y prends mal, est-ce qu'on considère que le problème c'est le balai ou c'est moi? Le balai peut nettoyer le sol, mais si on l'utilise mal, ça se fera pas correctement. C'est pareil avec l'Edo Tensei. Si on utilise l'Edo Tensei n'importe comment, c'est normal que ça peut être contré. Mais au final, c'est pareil pour n'importe quelle technique. Si je veux contrer du Suiton avec du Katon, ok, très bien, mais il y a plus efficace. Un ninja malin invoquera des ninjas qu'il peut contrôler. Si l'utilisateur est assez stupide pour invoquer un ninja qu'il ne peut pas contrôler, alors ce ninja peut se retourner contre lui. Mais encore une fois, c'est un défaut de l'utilisateur, pas de la technique. Enfin, je peux comprendre qu'on considère cette partie comme un défaut, mais je considère à titre personnel qu'un défaut n'est un défaut que lorsqu'il est collectif. Si ce défaut ne concerne que 2-3 ninjas qui sont clairement plus forts que l'utilisateur, alors faut pas les invoquer. Faut invoquer les ninjas qu'on peut contrôler, donc en vérité, le seul défaut qu'on peut trouver à cette technique, c'est l'utilisateur lui-même, mais c'est pas vraiment un défaut de la technique. Orochimaru est capable de contenir Tobirama, et Tobirama est un giga monstre niveau puissance. En dehors d'Hashirama et Madara, Orochimaru peut retenir tout le monde, donc c'est quoi le défaut de la technique? Bah du coup, je trouve qu'il y en a pas.
En définitif, l'Edo Tensei est un jutsu broken qui permet d'invoquer des ninjas potentiellement plus forts que l'adversaire lui-même. Si Kabuto affronte Killer Bee et qu'il invoque Nagato, bah Nagato tout seul serait capable de démolir Killer Bee. Et comme on a vu, Kabuto ne semblait pas être diminué d'avoir invoqué une armée de réincarnés, donc utiliser un seul ninja c'est rien. C'est pour ça que dans mes futurs débats, je nerferai l'Edo Tensei à chaque fois. Déjà parce que niveau temporalité ça va être n'importe quoi, faudrait prendre un Kabuto à une époque où il a tous les ninjas qu'il a réincarnés dans la guerre et c'est un petit peu compliqué. Mais surtout je fais ça par pur fair play. Si je fais un débat Kabuto Killer Bee, j'aimerais bien débattre sur Kabuto et Killer Bee. Pas Killer Bee qui se fait gangbang par les anciens Kage, l'intégralité de l'Akatsuki et des ninjas légendaires comme Hanzo et tout le tintouin. Mais allez, avant de vous quitter, j'aimerais mentionner un petit dernier sujet. Est-ce que les réincarnés sont plus forts en Edo ou non ? Instinctivement, vous allez me dire non, un réincarné a ses compétences un petit peu nerf. Ninja random réincarné à 90% de ses capacités est mathématiquement plus faible que sa version vivante à 100% de ses capacités. Sauf qu'en vrai, ça dépend. Comme je l'ai dit plus tôt, la seule façon de vaincre un réincarné, c'est en le scellant. Vous avez beau être infiniment plus fort que le réincarné, si vous n'avez pas les compétences pour le sceller, il va vous battre à l'usure. Gai Maito n'a jamais montré de technique de scellement. Je préfère même pas réfléchir à un combat Zabuza Edo contre Gai. Ça me fout le cafard. Mais sinon, il y a aussi des ninjas qui bénéficient énormément de cette condition d'Edo. Itachi n'a plus son problème d'endurance et de santé. Kimimaro non plus d'ailleurs. Et il y a des ninjas qui vont avoir accès à de nouveaux pouvoirs. Minato aura Kyuubi, Tobi ramasse ses parchemins explosifs, Madara peut lancer des météorites, etc., etc. Ça donne beaucoup de possibilités en plus. Je suis sûr que vous aurez plein d'exemples à me donner. Mais bref, cette analyse est maintenant terminée et c'est à votre tour de participer. Est-ce qu'il y a des points que j'ai oubliés? Des points où je me suis trompé? Est-ce que l'Edo Tensei est réellement sans défaut? On voit ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et est-ce qu'on pourrait spam les 8 portes en Edo Tensei? C'est une vraie question.